Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga sous cette chaleur estivale, que dis-je, cette légère canicule du début de l'été, hein, on se met au frais et on va enchaîner des conseils lecture tout simplement. Émission simple et efficace, que lire cet été? Seinen, shonen, shoujo, thriller, neketsu, comédie, poésie. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, je fais un petit tour de table. Vous, ici, c'est quoi votre nouveauté préférée depuis le début de l'année? Moi, par exemple, mon top 3, c'est Yamcha. Enfin, moi, comment je me suis réincarné Yamcha, quoi. Astral Lost in Space. Magus of the Library. Ça, c'est mon top 3 depuis le début de l'année des nouveautés. T'aurais quoi, toi, Cagnard? Tokyo Revengers? Ouais. Je mets Tokyo Revenger obligé. Je mets Hell's Paradise obligé. J'allais te le dire. Bah, le pire, c'est que entre les deux, vraiment, ça se tape. Hein. Et tu sais quoi, je prends même pas de 3ème place parce que en vrai, entre les deux, j'arrive toujours pas à me faire qui est le premier, tu vois. Julie, toi, t'aurais quoi? Astral Lost in Space aussi, comme moi, dans ton top? Ouais, ça c'est mon top chouchou. Je mets. On en reparlera tout à l'heure dans l'émission de plus. Est-ce que t'aurais pas Blue Flag dans tes mangas préférés depuis le début de l'année? Bah, j'avoue que si, c'est un gros coup de cœur. Donc ouais, je bafouille un peu parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais est-ce que tu l'as aimé ou tu l'as pas aimé? Ah non, si, c'était une très très bonne lecture. C'est ton manga du cœur. Je conseille. Et il y en a un autre qui était plus. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Donc, donc voilà, ne spoil pas toute cette émission. Merci de nous écouter. Nos lectures, nos conseils lecture pour cet été dans la 5ème de couve. C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve consacrée à nos conseils lecture pour l'été. La 5DC, c'est l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer une dizaine de titres. Ouais, une dizaine de titres. Ceux qu'on va emporter dans nos valises pour les vacances, par exemple. Et pour vous conseiller, elle aiguise ses opinions comme on aiguise des ciseaux. Avec beaucoup d'astuces parce que c'est galère à aiguiser les ciseaux. Ouais, ça arrive rarement en fait. Salut Julie. Salut. Attends, j'étais en train de visualiser, mais comment je ferais si je devais vraiment aiguiser des ciseaux? Tu plies du papier d'aluminium en plusieurs épaisseurs. C'était le passe gadget. Et tu les coupes avec tes ciseaux. Enfin, ça c'est ce que tu fais avec les petits ciseaux d'école, tu sais. Je pense que si t'as des très gros ciseaux, l'aluminium c'est peut-être pas suffisant. Mais après faut les nettoyer parce que ça laisse des petites traces d'aluminium après. Non, mais ça aiguise les ciseaux, c'est vrai. Ma fille a mis de la colle partout sur tes ciseaux. Tous mes ciseaux. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, il te faut beaucoup d'astuces. Merci. Lui, il émince ses avis comme on émince un oignon, en nous faisant pleurer. Salut Cagnard. Salut Maxime, effectivement, j'ai une technique assez personnelle. Pour émincer les oignons, je ne pleure pas. Et tu y arrives à tous les coups. Oui, je les émince dans la rue. Dans la rue, pas le temps pour les pleurs. Sinon tu mets... J'ai une astuce aussi si vous voulez. Quoi? Tu mets du sopalin mouillé entre l'oignon et toi. Tu vas mettre du sopalin dans la rue toi? Ouais. Non, tu coupes ton oignon à même le trottoir. T'as déjà vu American History X? C'est un peu le même délire. Tu l'essuies tout, tu le mouilles et puis tu le mets entre toi et l'oignon. Et ça marche aussi. Non mais j'ai vraiment ce super pouvoir, je ne pleure pas quand je coupe des oignons, que ce soit en été ou en hiver. Et c'est toujours lui qui doit couper les oignons dans toute cuisine. Oui, effectivement. C'est tellement pratique comme pouvoir. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur le groupe Facebook hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, sur tous les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter et Facebook en fait, sur YouTube également. Merci de nous écouter. Vous avez remarqué qu'on a été assez absents ces derniers temps. Les raisons sont nombreuses. Oui. Mais en fait elles sont très très nombreuses. C'est-à-dire qu'on avait enregistré certaines émissions qu'on a perdues. Oui. Petits soucis techniques. On a eu des soucis d'organisation d'enregistrement. Petit être parti trop tôt. C'est ça. C'est affreux ce que tu dis. Je sais pas, je voulais le dire pour le truc d'avant, mais du coup, je l'ai dit là maintenant. Du coup, j'ai dit oui quand même au cas où. Enfin voilà, on a eu des merdes. Détails, mais ouais, mais pas grand chose. Mais à chaque fois, c'était le petit caillou qui faisait que des petites douilles. On a perdu toute l'avance qu'on avait sur nos enregistrements. Et du coup, on est en retard. Là, on est en retard. Du coup, là, on est super en retard. On va faire une émission super speed. Tellement on est en retard. Allez, Max, avance. Voilà, on est désolé, mais on est là. On est là, on est chaud.
Et on est content de vous retrouver. Et on est extrêmement content de vous retrouver pour cette émission. Au programme des avis, des coups de cœur, des chouchous, des conseils lecture pour l'été, mais pas que. On reviendra sur les meilleures ventes du début de l'année en France, meilleures ventes manga évidemment. Juin, c'est le bon moment pour faire un premier point. On parlera un petit peu de l'événement de l'année, le nouveau manga de Kishimoto. Wow. L'auteur de Naruto revient avec Samouraï 8, la légende de Hachimaru. T'aimes pas quand je le dis en français? Mais non, mais c'est toi la dernière fois qui m'a dit fallait pas mixer. Samouraï 8, la légende de Hachimaru, que du français maintenant. Bah, ok, Samouraï 8. La légende de Hachimaru, c'est ça le titre entier. Non, mais je vais pas tout dire. Si, tu dois tout dire. Samouraï 8. Côté titre, nous allons parler de La Voix du Tablier, de Ariane et l'Empire Céleste, de Blizzard Axel, d'Astral Lost in Space, de Tsugumi Project, du personnage de Kemono Incident, de Romeo vs Juliette, de Time Shadow, de Mes voisins les esprits. Vous repartirez de cette émission avec une belle pile de lecture. Pour l'été. Le premier conseil de lecture de cette émission, il va être pour toi, Cagnard. Oui. Tu veux nous proposer, nous conseiller de partir et de passer notre été avec le tome 1 de La Voix du Tablier, l'histoire d'un Yakuza devenu homme au foyer. Exactement. Et je trouve que la punchline que tu viens de donner, elle est assez parfaite. C'est un titre qui va sortir donc chez Kana. Il sera disponible pendant la Japan Expo et au même moment dans toutes les bonnes librairies. Pendant Japan Expo. J'ai dit la Japan Expo. C'est ça, tu fais partie de ces gens-là, et donc du coup, je sais pas si je vais te laisser la parole. Ah, c'est chaud. Je suis relégué au niveau d'un chroniqueur de TPMP. Merde. Ça m'emmerde. Bref. C'est un manga qui va donc sortir aux éditions Kana, qui sera disponible chez Kana, qui sera disponible dans plein de librairies et qui sera disponible aux alentours de Japan Expo au moment de la sortie. Le pitch est assez simple. On suit vraiment la vie d'un ex-yakuza qui s'est reconverti comme un homme au foyer. Et vraiment, la partie que j'adore de ce manga-là, c'est que le mec a quand même un visage et tout très taciturne, tout est fait de manière à le présenter de manière badass, et il y a vraiment un décalage entre la vie d'homme au foyer qui fait les courses, qui fait les bento, qui va chercher les meilleures offres de légumes et des promotions, toujours avec sa tête de yakuza, avec ses lunettes de soleil. Et, parce qu'il faut dire que c'était le pire yakuza du monde. C'était vraiment le pire yakuza du monde. Meurtrier et tout le team. Et tu sens que tout ces... La rédemption existe. Alors... quand tu lis le tome 1, tu ne connais absolument pas l'origine de cette rédemption, si ce n'est qu'il a trouvé une femme et que voilà, il s'est rangé, quoi. Il s'est vraiment rangé des affaires. Passionné dans ce manga parce que j'avoue que moi j'ai été un peu bloqué par le fait que ce soit plein de petites histoires de 20 pages, de 20 planches qui se suivent pas. On n'a même pas forcément la fin, tu vois. Le vendeur de couteaux, j'aurais bien aimé savoir s'il lui avait quand même ou pas acheté un couteau. Ça je le savais pas. C'est ce qui bizarrement fonctionne très bien avec moi, c'est que tout ce manga fonctionne exactement sur le même gag à chaque fois. C'est-à-dire on voit le yakuza arriver à un endroit, par exemple au magasin de couteaux, et on se dit il vient chercher des nouveaux couteaux pour aller tuer des ennemis, des opposants, et finalement il est en train de parler avec le vendeur de couteaux, et on voit tout de suite qu'il est vraiment très connaisseur dans ce domaine-là, et on s'aperçoit que ce couteau va au final lui servir pour faire la cuisine. Donc c'est un mécanisme de blague qui est vraiment très simple et qui fonctionne toujours de cette même manière. À la base on pense qu'il vient faire un truc de yakuza, qu'il a replongé, quoi. Et finalement, pour découvrir qu'au final, non, en fait, c'est juste un homme au foyer, alors quoi. Moi, je l'ai pas encore lu, mais j'avais très envie, il était sur ma liste. C'est pas du Yonkoma. Non, c'était du manga. Tu sais, les trucs en 4 cases. Non, pas du tout. C'est pas du strip. T'es pas obligé de le dire en japonais. Tu peux le dire en français. C'est pas du strip. Maintenant, c'est reconnu. Et encore, j'ai dit strip, c'est pas du français non plus. Exact. Moi, ça m'a fait penser à un autre manga que j'avais pas beaucoup apprécié non plus. Je le trouve marrant, mais voilà, pareil. Ce côté petites histoires me bloque et j'ai du mal en fait à continuer la lecture. C'était Backstreet Girls. Ouais, alors justement, tu sais quoi, c'est un manga que j'aurais carrément vu dans la collection What the Fuck, qui personnellement est une collection qui m'a très souvent déçu, parce que j'ai souvent acheté les tomes 1, que ce soit Backstreet Girls, Tu seras un pas du tout dans cette collection. Backstreet Girls, non, il est pas dedans. Non, c'est chez Soleil. Je pensais plus à Tu seras un saumon, mon fils, Ladyboy versus Yakuza, et qui est une collection où c'est vraiment des tomes 1 à haut concept, et au final, dès que tu continues un petit peu après, il s'avère que le manga ne va pas forcément plus loin que ce concept de répétition des blagues. T'as pas peur que La Voix du Tablier aille dans ce sens-là ? J'en ai effectivement peur. Parce que je trouve que le concept est génial, vraiment, parce que en plus tu sens qu'il y a un background derrière ce mec-là, où tu vois qu'il y a ses ex-collègues Yakuza qui viennent, qui traînent autour de lui et qui essayent de le tenter et tout. Lui, il a pas l'air du tout tenté, donc
soit on tombe, ça va être 50-50, hein, soit on tombe sur un manga gag et qui va se poursuivre comme ça pendant, allez, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de tomes où ça sera que des gags, et là j'avoue que j'arrête au tome 3. Soit on va aller un petit peu plus loin et on va vraiment avoir un truc de double vie où le mec va reprendre en partie son boulot de Yakuza et en partie essayer de continuer son quotidien d'homme au foyer, on va dire. Et là ça peut beaucoup plus m'intéresser. Du coup c'est pour ça, j'attends beaucoup du tome 2. En tout cas là le tome 1 il m'a fait rire. Je trouve que les deux salles, deux ambiances, Yakuza homme au foyer, ça fonctionne très bien. Mais je l'attends au tournant. Par contre pour l'été je trouve que c'est génial. C'est un manga léger qui est assez rigolo. Et tu sais quoi, si tu veux pas continuer, on peut s'arrêter quand on veut. Le 5 juillet c'est la date de sortie. Ono Kosuke c'est le nom de l'auteur. 3 tomes en cours au Japon. Ah oui, donc oui, ça vient vraiment de sortir. Ça vient vraiment de sortir. Enfin ça vient en 3 tomes, pour les faire il faut quand même un peu de temps. Oui. Pas pour un japonais. Oui bien sûr. Et voilà, et je pense que il sera à 6,85. Voilà. Wow. Mais pas, non, il a un prix de lancement. Il a un prix de lancement qui est moins cher d'ailleurs. 5 et quelques. Ouais. Exactement. Bon, c'est très foncez. important de connaître. Alors foncez. Le premier conseil de lecture de Julie, c'est pour Blizzard Axel. Blizzard Axel, c'est du patinage artistique vu par l'auteur de Seven Deadly Sins. Oui. Donc, deux salles, deux ambiances. Ouais, monsieur Nakaba Suzuki, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je crois que donc, c'est une série qui date de 2005, donc c'est quand même avant Seven Deadly Sins. Avant la création du monde même. Je pense. 2005, on ne connaissait rien. Et c'est frais quoi, et puis là on a besoin. Donc c'est le patinage artistique à travers donc un personnage quand même haut en couleur, un collégien qui s'appelle Fubuki, donc tempête de neige en japonais, et qui veut absolument avoir de la reconnaissance, être remarqué, être admiré. Et il avait le choix entre 2 sports, le curling et le patinage artistique. La baston et le patinage artistique. C'est juste que je viens de découvrir qu'il y avait un manga sur le curling au Japon. Ah mais oui, mais ils osent tout, tu sais bien. Bah, ils ont raison. Voilà, et donc on va suivre donc les aventures de Fubuki qui, comme toujours, se révèle avoir un énorme potentiel qui pourrait même l'emmener jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est quoi son truc particulier c'est qu'il a une énergie débordante qui est décuplée dès qu'il y a plus de 20 spectateurs autour de la patinoire, quoi. Ah d'accord. Ouais. C'est un gars de Twitter, quoi. C'est ça, c'est un gars de Twitter. Plus il a de followers, meilleur il est. Meilleur il est. Et non, ce qui est marrant, c'est qu'il entraîne en fait les gens autour de lui dans sa folie de devenir un jour je serai un super champion de patinage acoustique, comme il le dit. Donc oui. Ah, il est débile. Ah oui, complètement. Et donc tu vas trouver des personnages, donc le coach buté, le coach étranger qui sait pas trop s'il doit ou non miser des billes sur un zozo pareil, les parents qui sont complètement tu sens qu'ils sont aussi au-delà de ce que tu peux attendre dans la caricature, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est voir comment le dessin a évolué, parce que tu reconnais bien le trait quand même de l'auteur. C'est très caractéristique. Il y a le petit côté rétro. Il a fait cette série, après il a fait Kongo Bancho, et après il a fait Seven Deadly Sins. Voilà. Step by step. Ouais. Oui, voilà. Et là, tu vois les premières steps, justement, les premières marches, les premiers. Et t'imagines qu'il est passé de ça à Kongo Bancho, qui est quand même un manga sur la bagarre de rue et contrôle de territoire. Mais là, c'est intéressant parce qu'il met, tu vois, il fait des parallèles entre les bagarres. Enfin, au début, donc le personnage est hyper bagarreur, et c'est la façon qu'il a d'attirer l'attention sur lui. Et là, il y a des moments où ils font des découpages, des mouvements pour mettre en parallèle avec les sauts, les tripaxels, les trucs comme ça. Et c'est lisible du coup pour du Enfin, moi j'ai jamais lu de manga de patinage artistique. C'est vrai qu'il y a un animé qui est très connu. Oui, il y a Yuri on Ice. Mais du coup, en manga, au niveau du découpage, ça marche bien. Tu comprends les mouvements, comprends les. Moi, je trouve que ça marche bien parce qu'ils ont fait des inter-chapitres où ils expliquent les différents sauts, les différentes techniques de patinage. Et là, par contre, je pige rien. Donc,
Parce que c'est super complexe. Yuri on Ice est effectivement très très pointu à ce sujet aussi. Mais Yuri on Ice était très agréable à regarder. Moi j'ai bien aimé, alors que bon, je pensais pas que ça allait me plaire. Et là, on retrouve aussi cette énergie du sport, etc. Et évidemment, il va tomber sur la personne qui ne jure que par la compétition, la personne qui ne jure que par l'esthétisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà. Je voulais noter 2 trucs moi sur Blizzard Accel aussi. Ça sort chez Nobinobi, ce qui indique qu'ils veulent axer ce shonen plutôt pour les plus jeunes. Oui, voilà, 12... à partir de très jeunes, tout simplement. Oui, je pense. Ouais. Et c'est en 6 tomes. C'est quoi, c'est un one-shot? C'est une série... Mais non, 6 tomes. 6 tomes. Normalement terminé en 6 tomes. Tu réécouteras l'émission pour savoir ce que je viens de te le dire. Écoutez, j'ai noté une suite de questions, je les pose au hasard. N'importe quel moment, je peux les poser. Voilà. Et la cagne à roulette, à leur retour. Place à mon premier conseil lecture, ça sera Ariadne et l'Empire Céleste, une grande quête d'aventure par l'auteur de Clémor. Vous vous souvenez de Clémor? Oui, avant, c'est il y a longtemps. Avant. Et l'auteur revient avec Yagi Norihiro revient avec un nouveau manga qui s'appelle Ariadne et l'Empire Céleste. Et vous voyez ce bon shonen neketsu avec le héros qui fonce tout droit, qui fait ah ouais, j'ai trop envie de découvrir le monde, tout, j'en ai marre d'être toujours enfermé dans mon coin avec toi papy adoptif, je veux découvrir le monde, j'aimerais voir la mer. Ouais. Et c'est ça. Et j'adore. Oui. Parce que c'est super bien fait. C'est vraiment ce bon neketsu qu'on aime, empreint dans un univers totalement de fantasy complète. Avec il y a de la magie. Il y a de la magie, il y a tout un bestiaire, il y a il y a 9 races d'humanoïdes différents, donc t'as les hommes rats, les hommes taureaux, t'as un bestiaire, t'as déjà des classes de personnages quoi. T'as tout un bestiaire de ouf qu'on voit dès les premières pages, qui est cool. Et puis lui effectivement il a un pouvoir. Comme les autres. Non, c'est une arme qui a été créée par des militaires dans le passé pour une ancienne guerre. Et donc du coup, il est une arme. C'est quelque chose. Pinocchio quoi. Ça veut dire que Clémor est terminé? Oui, depuis plusieurs années même. Oh putain, je l'ai pas vu arriver celle-là. Là, ça me donne un coup de vieux pour le coup, parce que je pensais que c'était encore en cours et juste l'auteur prenait son temps quoi. Non, ça s'est fini il y a 3 ou 4 ans. Ok, putain. Le coup de vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années? Qui est président? Obama. Ah, d'accord, c'est bon, c'est pas si vieux que ça. On a tous voté pour lui en France. D'ailleurs, non, mais je savais pas que c'était terminé. Ça va sortir chez qui du coup? Ça sort chez Glénat, là pour cet été. Mais c'est vraiment, tu sais, la bonne vieille série de fantasy. Mais moi, tu me donnes envie. Neketsu comme on aime. En me disant genre efficace Neketsu, là c'est bon. Oui, et plein d'humour, énormément de vannes. La première personne qu'il rencontre, la fille avec qui il va partir à l'aventure, parce que forcément il rencontre une fille, c'est sa première rencontre. Elle a la maladie, elle appelle ça la maladie des anges. Elle lui fait croire qu'elle a cette maladie et qu'elle est toujours en train de voler, donc elle est obligée de mettre des bottes de plomb pour la maintenir au sol. Et lui, comme il est naïf, mais naïf comme jamais, il croit tout. Et donc du coup voilà, je trouve ça extrêmement drôle. Ariadne, l'Empire Céleste, c'est à ne pas rater pour cet été. On en profite aussi pour faire un petit point sur les ventes. Je vous avais promis de faire un point sur les nouveautés, les meilleures nouveautés qui sont lancées. Je commence par le 15e et je remonte jusqu'au premier. Ouais, ça se trouve, non mais ce qui va être drôle c'est qu'il y a des mangas que vous avez peut-être pas du tout apprécié et qu'ont eux trouvé un public ou inversement vous allez voir. 15e place, Créatures Fantastiques. Alors celui-là, je l'avais pas vu venir une seule fois, c'est sorti chez Komiku. Ça marche au bouche à oreille du tonnerre. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle alors. C'est-à-dire que ça se vend continuellement autant, le tome 1 chaque mois. Depuis sa sortie fin du mois de janvier et ça se place 15e meilleur lancement. Créatures Fantastiques, c'est un manga sur des créatures fantastiques. Non, c'est dans l'idée ancien Magus Bride. Je sais pas, je suis fatigué pour faire l'accent, mais c'est Ancient Magus Bride, tu vois ce que c'est. Donc c'est totalement dans cet esprit. Voilà, c'est totalement dans cet esprit. Onirique, mais il y a quand même un peu d'action. Et il y a quand même un peu d'action. Danganronpa, adaptation d'un jeu vidéo. Ouais. Là aussi ça c'est bien what the fuck, mais tu sais que le manga marche plutôt bien. Le manga marche plutôt bien en lecture. C'est nimp, mais avec un ours qui donne des instructions bizarres. C'est un ours proviseur qui oblige les élèves à s'entretuer. Ouais, s'entretuer. Youpi.
Barrage, c'est le premier manga de l'auteur de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, qu'il a fait avant et qui est sorti en tout début d'année. 12ème place, il arrive enfin, Slam Dunk. Yeah. Ah bah, pas mal quand même pour un vieux de la vieille. Je sais pas si c'est bien ou pas. 12ème meilleur lancement depuis le début de l'année, Slam Dunk. Je sais pas. Papy fait de la pour résistance, une réédition, tu sais. Ouais, mais du coup, j'arrive pas à avoir un vrai avis à ce sujet. Bah, je sais pas, moi j'ai vu plein de trucs sur le net dessus, comme quoi les gens étaient trop contents de le lire, de découvrir, et que déjà dès les 2 premiers tomes ils étaient archi fans. Écoute, je sais pas, si ça a pu relancer même de 100 exemplaires de plus la série, bah tant mieux. Oui, non, mais ça de toute façon. Vu que c'est pas l'argent de mon daron, j'ai envie de te dire tant mieux. 11ème place pour Mary Grave, c'est encore du Kana. 10ème place. C'est un des chouchous de Cagnard. Oh bah c'est Hell's Paradise ça. Eh ouais. Juste devant, il y a Jagan qui se vend mieux, qui est plus violent Jagan que Hell's Paradise. Il est plus what the fuck. Ouais. Je sais pas s'il est plus violent, mais il a un côté vraiment plus destroy, tu vois. Vraiment, tu veux des sensations fortes, vas-y sur Jagan. On vous en avait parlé en tout début d'année, c'était un des chefs-d'œuvre attendus dans les sorties de 2019, c'est Beastars qui se place à la 8ème place. Avec les, là on est dans le top 10. Ce qui est vraiment très différent de Jagan pour Ah oui, absolument rien à voir, ouais. Attends, viens, je change encore d'univers. 7ème place, 7ème meilleur lancement, Classroom for Heroes. Là aussi on est sur de la fantasy et de la baston et de l'humour. De la fantasy scolaire limite. Ouais, même si finalement ils vont pas trop en cours dans le manga. Si. Ouais, vite fait. C'est des cours de dragon. Oui, et puis après ils se défient et voilà. Voilà. Non mais le manga marche super bien et il continue de se vendre comme il faut. Et moi je suis au tome 3 de Classroom for Heroes et je me marre. Bah oui, c'est drôle. Et du coup j'aime bien. À partir du moment où je me marre sur un manga, c'est une bonne nouvelle pour moi. 6ème place, 6ème meilleur lancement, My Home Hero. C'était le thriller du début de l'année. Bah, écoute, voir un thriller aussi haut dans le classement, ça fait plaisir. 5ème place, c'est Grand Blue Fantasy. Là aussi on est sur du shonen classique, efficace, fantasy. Mais à chaque fois, Grand Blue Fantasy, ça me fait penser à One Piece. Pardon. Mais c'est tiré d'une licence. C'est tiré d'une licence de jeux vidéo, ouais. C'est ça. 4ème place ex-aequo, je les ai vraiment mis ex-aequo. Du coup, il aurait pas dû avoir de 5ème, mais vous inquiétez pas. 4ème place ex-aequo, c'est Ragna Crimson et Magus of the Library. Je suis étonné de voir Ragna Crimson aussi haut. Ça s'explique par 2 choses. Ils ont fait 2 éditions pour le tome 1. Pour le lancer, une édition collector et une édition normale, donc toujours un petit effet mathématique, un petit effet levier avec certaines personnes qui achètent les deux et ainsi de suite. Et puis du coup aussi ça veut dire que les libraires jouent le jeu, le mettent en avant parce que c'est un beau coffret et ainsi de suite. Et puis l'auteur est invité à Japan Expo pour Daiki Kobayashi. Sera présent à Japan Expo, il sera présent en France, il y aura des interviews, il y aura pas mal de trucs, donc ça va mettre un beau focus sur la série. Puis Magus of the Library, c'est du atelier des sorciers like. Ouais, toi t'aimes bien, hein. Tu nous en parles beaucoup. Mais le bouquin est vraiment bien. Oui. City Hunter Rebirth, 3ème. Bon, que de l'amour. La licence, City Hunter. Que de l'amour. Fairy Tail sans Year Quest. Ça, c'est efficace, toujours la licence. C'est ça. Et puis Dragon Ball Extra. Yamcha. Straight to the point. Le tiercé gagnant. Le tiercé, Dragon Ball, Fairy Tail, City Hunter dans les nouveautés, on peut les enlever si tu veux dire que c'est Magus le meilleur lancement. Non, mais en vrai, tu sais quoi, moi j'aurais bien envie d'enlever Fairy Tail Quest. Ouais. Et juste voir Dragon Ball Extra et City Hunter Rebirth, qui sont effectivement des suites de saga, mais qui sont pour moi des suites intelligentes. C'est pas vraiment des suites, mais oui, des qui sont des exploitations de la licence, mais que je trouve plutôt intelligentes. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est une bonne nouvelle de toute façon de voir que ça continue de se vendre comme ça. Oui, c'est clair. J'espère que ça va pas donner trop d'idées non plus aux éditeurs, qu'on va pas avoir un Slam Dunk Rebirth, un Yu Yu Hakusho Rebirth. Ils y pensent déjà au Japon, donc à partir de ce moment-là, on va pas les inventer nous en France. Même si là, on a pu le voir, on peut voir que Kana sort une bande dessinée Albator. Donc il y a une certaine exploitation. Oui, et ils doivent en être conscients quand même. Bien sûr. Mais voilà, il y a un truc. Il y a un truc qui se fait quand même de toute façon. On aime acheter aussi des licences, quoi. On enchaîne avec un second conseil lecture. C'est à toi, Cagnard. Tu vas nous parler de Kemono Incident, un shonen surnaturel d'action. Oui.
C'est mon résumé. C'est vendeur, hein. Écoute, ça me paraît d'être un résumé totalement inintéressant comme ça, tu vois, enfin hyper lambda, mais je vais limite me baser sur exactement ce que t'as dit sur Ariadne, l'Empire Céleste, la série que t'as présentée juste avant, c'est-à-dire je découvre, et vraiment je le découvre en librairie, un shonen de Kurokawa dont j'ai absolument pas entendu parler, qui s'appelle donc Kemono Incident. J'aime bien le graphisme, je me lance, je l'achète, tu vois, et je le lis le soir même. Et je suis tombé sur un putain de shonen efficace. Vraiment, où je me suis dit, putain, mais ça, c'est une pure lecture de l'été. C'est un tome 1, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a un graphisme que j'adore, un graphisme qui se rapproche limite un petit peu de My Hero Academia. Très angulaire, tu vois. Et bon, le pitch en quelques tomes, on suit le héros qui habite dans la campagne, qui est une espèce d'enfant adopté par une famille. C'est un peu Cendrillon, hein, toute sa famille le déteste, lui fait faire les tâches les plus horribles de la maison. On le surnomme le pouilleux, carrément, histoire d'être vraiment dans le triste. Un jour, il y a un détective surnaturel qui arrive dans cette ville et qui lui annonce que c'est le fils hybride d'un croisé, d'une humaine et d'un démon, et du coup il va l'amener à Tokyo pour régler des affaires surnaturelles. Pitch ultra basique, mais en vrai j'étais à fond, ça m'a donné limite un petit sentiment à la Shikigami qui était sortie chez Panini, genre petit shonen hyper efficace, j'adore les dessins, l'histoire m'a pas l'air très compliquée mais elle m'a l'air très straight to the point, on avance très rapidement et en vrai j'ai accroché. Alors que le pire c'est qu'ils font appel à des animaux du bestiaire japonais, genre les tanuki, les trucs comme ça que je déteste, enfin c'est pas un truc qui me parle en tout cas dans le bestiaire dans les mangas. Et ben là ça marche, le héros il part de ce principe qu'il a pris tellement cher que le mec n'a plus aucune considération pour l'espèce humaine et n'a plus aucun sentiment humain, et il ne ressent pas la douleur, il ne ressent pas la compassion. Je sais que ça n'a pas l'air très original dit comme ça, on a pu le voir plein de fois, mais ça donne des interactions qui sont assez drôles, et là on est parti sur une petite série d'enquêtes surnaturelles. Et elle avait ce truc dans sa précédente série, tu te souviens de Hadès, le psychodémon? Ah mais oui, carrément. Bah c'est elle. Ah d'accord. C'est cet auteur. Ok. Et donc c'était un infirmier, tu sais, qui traquait les démons dans une école, qui était un vrai psychopathe. Et là vraiment ça marche bien. Alors en plus quand il va rejoindre le détective à Tokyo qui habite avec alors ça c'est la partie un petit peu bizarre, ce détective vit avec plein d'autres enfants démons, le genre d'endroit où tu veux pas envoyer tes enfants en fait, normalement, sauf si ton enfant est un démon. Ouais, enfin même là quand même il mérite pas forcément ça, mais... pas très mais ça c'est le point de vue occidental, tu vois. Ouais. Et il arrive dans son appartement, il y a d'autres enfants démons, et c'est marrant parce qu'il y a très clairement l'un des autres enfants, c'est Bakugo. Vraiment. Il est énervé, mais il est tellement énervé qu'il en devient drôle et qu'il en devient attachant. Et du coup, t'as quasi des coups avec le personnage principal qui comprend pas en fait les interactions humaines de base. Et ça te donne vraiment une bonne alchimie en fait entre les persos. Pour l'instant, ça raconte rien. C'est que des mini-enquêtes où on te fait comprendre que les créatures japonaises mystiques en fait existent. Mais je sens un petit potentiel là-dedans. Et déjà 7 tomes au Japon. Et en plus, d'autant plus si c'est Kurokawa qui le signe. Je me suis fait avoir plein de fois avec Kurokawa avec des séries où je trouvais les tomes 1 et 2 moyens et qu'en continuant je trouvais ça mortel. Je mets une pièce dessus. Et en vrai, bon petit shonen de l'été, parfait. Pour la plage, nickel. Pour la plage, génial. Et les dessins, vraiment mortels. Les dessins, les car design sont géniaux. Julie, ton second conseil lecture à toi, c'est Roméo versus Juliette, une comédie manga façon Shakespeare. Oui. Et Shakespeare façon comédie manga. Ça marche dans en les tout deux cas, sens. ça s'inspire de Roméo et Juliette, hein, que on connaît beaucoup quand même. Enfin, on connaît bien, pardon. Mais moi, j'ai beaucoup ri. Et ça m'arrive pas souvent, quoi. Surtout avec les nouveautés. Et là, oui, c'est une comédie, mais il y a de l'action parce que donc Roméo et Juliette sont issus de familles qui ne s'apprécient pas, qui se détestent, voire même se font la guerre. Ouais, qui sont de 2 pays différents. Et là, voilà, c'est 2 pays différents, mais qui sont obligés d'envoyer les enfants de la noblesse dans le même pensionnat. Voilà. Où donc il y a chacun va de son côté, mais ils sont obligés quand même de se fréquenter. Il y a des lieux communs, etc. Et il se trouve que donc
le Inuzuka Romeo, est amoureux de la chef, la leader du côté ennemi, qui s'appelle donc Juliette Persia. Et donc c'est clairement chien versus chat. Il y a plein de situations rocambolesques. Et moi je trouvais ça touchant aussi de voir le côté garçon du j'ai des sentiments et j'arrive pas à les dire autrement que c'est souvent ça dans les comédies romantiques, dans les shonen comédies romantiques. Et voilà, et ça c'est mais c'est pour l'été c'est top aussi quoi. Oui, c'est pas mal pour l'été. Ouais. Et je trouve que les couvertures font un peu shoujo. Je pense que le graphisme pour quelqu'un qui n'est pas lecteur de shoujo, forcément on peut se dire ah non, c'est pour les filles. C'est pour les filles, c'est pas pour moi. Ben en fait si. Je pense. C'est totalement adressé aux garçons. Ouais. C'est en grande partie adressé aux garçons. Oui, le graphisme est très très agréable aussi. Donc je pense pas qu'il y ait de faut pas avoir d'appréhension sur ça quoi. Et je crois qu'au Japon, il y a déjà 13 tomes de sortie. En France, on va avoir le tome 3 sortir début juillet. Ce que j'allais dire, c'est un manga qui est sorti, qui est arrivé au mois de mars. Voilà, donc déjà 3 tomes pour lire sur la plage, c'est pas mal quoi. Ouais, on est déjà bien calé. Voilà. La valise est bien lourde avec les autres titres qu'on a conseillés. Moi, je savais pas, mais en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait déjà un animé qui a été diffusé. Donc, ça prouve que. Je ne sais pas, malheureusement. Mais c'est quand même. Ça prouve qu'il y a un public et que c'est quand même signe de succès en général. Et que le public de ce genre d'œuvre va peut-être aussi en priorité plus sur l'animé que sur le manga. Oui. Et après peut-être se reporter. Oui, voilà. Ouais, c'est pas con, ouais. Avant d'enchaîner ton troisième conseil lecture, Cagnard, je voulais qu'on revienne vite fait sur Samurai 8, la légende de Hachimaru. Hachimaru. Qui veut dire Hachi c'est 8. Voilà, c'est juste son nom. Ça me fait toujours rire. Ouais. Attends, Hachi c'est 8 ? Oui. Maru c'est quoi ? C'est rond. Mais c'est un suffixe de prénom ou bien de nom de bateau. Les noms se terminant par Maru, c'est souvent pour les noms de bateau. D'accord, très bien. À vous de vous faire votre propre opinion maintenant grâce à ce rébut concocté par Julie. Samurai 8, la légende de Hachimaru. Vous avez lu le premier chapitre, Cagnard, tu l'as dévoré même, tu l'as pas que lu. Je l'ai tué, le premier chapitre. Je l'ai tué instantanément. Après, par contre, je me suis vraiment dit, tu t'arrêtes là. Et maintenant, je vais attendre la sortie du tome 1, même si je sais qu'il y a la publication des chapitres chapitres. Ouais, tout est publié au fur et à mesure. Tout est publié sur le site de Kana. Il n'y a pas eu d'annonce encore pour le tome 1, mais à vue de nez, ça sera pas avant fin d'année. Moi, j'aurais misé septembre. Ah bon ? Non. C'est rapide. Ça sort là, le temps que ça sorte. En termes de délai, on est plutôt sur fin d'année. Novembre, décembre ou voire janvier, février. Je saurais être patient. Pas février. Mais voilà, c'est pas annoncé dans tous les cas. J'avoue, je pensais que ça allait être septembre et au pire, on va dire décembre. Alors, je peux te garantir que ça sera pas septembre. Je te crois pas, de toute façon, de base. Et je prie pour septembre. Mais j'avoue que j'ai pris le parti de pas lire la suite parce que, voilà, j'ai lu le premier chapitre. J'avais la seule interrogation que j'avais, c'était sur le dessin. Le dessin m'a convaincu. J'ai peut-être été un petit peu moins convaincu sur le scénario qui est signé Kishimoto, mais j'ai trouvé ça très touffu pour un tome 1. Un chapitre 1, on veut montrer plein de choses. Et j'ai trouvé ça peut-être un petit peu maladroit, mais c'est quoi, c'est pas grave. J'ai acheté 76 tomes de ta précédente série. Je vais te faire confiance sur un chapitre 1 et maintenant j'attends juste le tome 1. Et à mon avis, ça va être tellement fat quand on aura le tome 1. L'événement que ça va être en France, j'espère que ça va arriver cette année au final et qu'on ne devra pas attendre. J'espère aussi, oui. Non, mais ici, quand je calcule, ouais, bon. Mais en vrai, j'ai pas de manque, tu vois. S'il y a une sortie simultanée, en fait, c'est ça aussi qu'on sait pas. Oui, en vrai, je ressens pas de manque, tu vois. Déjà, je suis pas spécialement un lecteur de Scantrad. Je suis pas à la recherche du nouveau chapitre absolument. Donc là, j'ai lu un chapitre. Vraiment, je suis content de l'avoir lu. Et maintenant, tu m'as donné. C'est comme si tu m'avais donné une bande-annonce, en fait, en lisant ce chapitre 1. Et maintenant, je vais attendre le tome 1 et je vais aller lâcher. Et ça va être. Et on verra à ce moment-là en fait. Moi c'est marrant, je suis plutôt content, non pas forcément de l'œuvre encore en elle-même, parce qu'effectivement avec le peu qu'on a pour l'instant, c'est difficile d'être ultra content, on est ambiancé, voilà.
c'est déjà pas mal. Mais je suis content du phénomène de l'événement que ça va être. Ouais. Comme on a eu un Promised Neverland qui a généré quelque chose, qui a été moteur, là on va voir un Samurai 8 qui, j'ose espérer, sera moteur. À ton avis, ça va être plus fat que Eden Zero? Parce que là, tu sais, Eden Zero, on était sur une deuxième, voire une troisième série en fait de l'auteur. Là, on est sur la deuxième série de l'auteur, mais de l'auteur qui a énormément popularisé le manga en France. Hein. C'est certain que ça va être vraiment énorme. Après, plus ou moins que Eden Zero, c'est pas mal Eden Zero. C'est dur de comparer parce qu'ils ont pas des univers. Non, mais je parle pas en termes d'histoire, d'impact. Dans ce sens-là. Est-ce qu'on va voir cette série aux 20h, tu vois, de TF1? Voilà, j'en sais rien. Non, tu vois, c'est possible, au plus extrême. Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais. Ça serait bien. Hein. Promise Neverland s'y prêtait bien. Ouais. C'est vrai que c'était un concept, c'était plus grand public. Là, on est moins grand public, mais on est totalement manga. Et on est, c'est l'auteur de Naruto, quoi. Et c'est l'auteur de Naruto. Et donc rien que ça, je pense qu'on va avoir des couvertures des quatrièmes de journaux, des pleines pages. On va avoir des choses un peu intéressantes. Puis je pense que quand Kana va le sortir, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Oh, ça, j'en doute pas. À mon avis. Y a pas de doute à avoir à ce sujet. Samurai 8, surveillez, ça va être l'événement si ça arrive d'ici la fin de l'année. Cagnard, on reste chez Kana pour ton troisième conseil lecture. Tu vas nous parler de Time Shadow. De Time Shadow. Le thriller de l'été. Alors ça, c'est toi qui l'as surnommé comme ça. Écrit sur le bandeau. Sur le bandeau. Ah d'accord, c'est ça la punchline, le verbatim. Exactement. Enfin, c'est pas un verbatim d'ailleurs. Mais ouais, donc je me suis, j'ai essayé de faire un petit peu dans tous les genres pour cette sélection de l'été. Et effectivement, Maxime est en train de me montrer le bandeau et je le montre aux auditeurs en même temps. C'est assez débile d'avoir écrit le thriller de l'été dessus. Mais je trouve ça bien, moi ça m'a. En vrai, c'est une technique qui se rapproche beaucoup de la littérature. Où t'écris en gros sur un polar, le polar de l'été, le thriller de l'été. Et en plus, l'été, ça marche. Les thrillers, les polars. Les thrillers, ça marche. Surtout que là, on est sur une petite île au Japon. Oui, autant en profiter qui n'existe pas, pour le coup. Non, je sais pas pourquoi elle donne cette info, c'est l'auteur qui le dit dans les pages bonus. Mais on est sur une petite île au Japon qui soit n'existe pas, mais en plein été. C'est l'été, il y a la plage, il y a l'eau, on est sur une île. C'est pas les vacances dont vous rêvez, parce que on suit le héros qui revient sur son île natale pour assister aux funérailles de sa meilleure amie d'enfance. Donc on est d'accord que c'est pas un début d'été. C'est pas super joyeux, non. Et alors en quelques mots, donc comme tout thriller, il faut en dévoiler le moins possible. Le héros revient. Je vais te suivre sur ce que tu vas dévoiler. Alors le héros revient sur cette île pour les funérailles de sa meilleure amie d'enfance qui est morte par accident. Et dès qu'il va arriver sur cette île, en fait, il va se rendre compte de quelques événements paranormaux qui arrivent. Au début, forcément, il va pas y croire. Et très rapidement, il va se rendre compte, il va réaliser qu'il y a comme une espèce de... là c'est le moment, je ne sais pas s'il a le droit de spoiler, mais vas-y, on va le faire. Doppelganger ? De Doppelganger. Où certains habitants qui ont assisté à la mort de cette personne, qui est une mort accidentelle, ne sont peut-être pas les personnes qu'il avait rencontrées, qu'il connaît depuis qu'il est petit, mais qui sont des sortes de doubles, le phénomène de Doppelganger qu'on connaît. Et ajouter à ça. En plus, au Japon, la légende urbaine, c'est toujours, enfin, dans le monde entier, mais c'est vrai qu'au Japon, il l'utilise. Si tu croises son doppelganger, c'est un signe que tu vas mourir dans pas longtemps. Et ajoutons à ça que, en plus, le personnage a une capacité à remonter dans le temps. Et alors, il l'a dit. En fait, c'est boucles. Il revit la même journée. Enfin, il revit la même journée c'est avec la journée de la marmotte, mais version estivale horrifique. Je dirais que c'est genre un mix entre la journée de la marmotte qu'on appelle un jour sans fin, pas la journée de la marmotte. Un jour sans fin, mais mixé avec le film Us de Jordan Peele, où c'est vraiment t'as le phénomène de Doppelganger où des doubles viennent s'approprier la vie, ta vie en fait. Ouais, un être surnaturel qui. Et c'est très intriguant sur le thème. Comme c'est une petite île, c'est totalement huis clos. Ouais, il y a le côté huis clos de. Tout le monde est censé se connaître, tu ne peux faire confiance à personne parce que tu ne sais pas qui a été changé. Donc il y a un côté un petit peu V, la série Les Visiteurs,
quoi. Oui, pardon, les envahisseurs, pas les visiteurs, rien à voir. les envahisseurs, mais où t'as ce truc vraiment de méfiance, où vraiment tout le monde se méfie de tout le monde. Et non, j'avoue que ça m'a bien plu. Un peu étouffant, un peu. C'est moite, tout est très moite parce que c'est l'été et les mecs ont chaud. Et c'est vrai que t'as ce phénomène de doppelganger mixé avec un trip de voyage dans le temps, mixé avec mais qui a tué ma meilleure amie, tu vois. Non, j'avoue que j'ai été pris. Moi je le trouve incroyable ce manga. Au Japon il s'était fait remarquer aussi, il était prépublié sur le site du Shonen Jump, le Shonen Jump Plus, et sur les classements il s'est retrouvé très très longtemps dans le top 3 de tous les mangas et pendant un long moment. Mais c'est un pile de film, hein. En vrai c'est un l'effet papillon mixé avec un jour sans fin, tu vois, mixé avec Us, c'est un pile de film, hein. Ils vont en faire un drama foireux sûrement, mais non, enfin j'espère pas parce que c'est quand même très joli, enfin très bien dessiné, bien gratté quoi. Oui, c'est assez mignon sur le dessin. Au Japon c'est déjà 6 tomes et pour l'auteur c'est sa première série. Le mec est plutôt fort. Yasuki Tanaka. Le pire c'est que j'adorerais dire qu'il a pompé le concept de Us, mais chronologiquement parlant c'est pas possible en fait. J'ai vérifié, c'est pas possible. Mais si, c'est un voleur, j'en suis sûr. J'enchaîne avec mon second conseil lecture à moi, qui est un manga d'un nouvel éditeur manga qui est arrivé cette année. Ils sont nombreux à être arrivés cette année dans les éditeurs. Omake Books qui faisait déjà du livre. Autour du jeu vidéo, autour de la culture japonaise, on lançait un label manga, Omake Manga. Dedans on trouve un manga qui s'appelle Le Personnage. J'ai été Alors le bandeau là pour le coup il y a écrit ça va vous traumatiser. Le bandeau est putassier, hein. Il est putassier. Non, le bandeau est réel. J'ai lu ce manga, à un moment donné ça m'a bouleversé, j'étais à moitié, je fais c'est pas possible. C'est pas possible. On est sur. C'est vrai que j'ai pas fait je vais écrire un petit pitch. C'est une histoire de harcèlement scolaire qui va tourner en Battle Royale. Mais vraiment. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que. Tu sais, donc ça commence par beaucoup de hijime, beaucoup de brimades scolaires. Mais poussé, hein, vraiment. Et c'est ça, tu dis, bon, ils vont pas aller aussi loin. Si. Non, mais ils vont pas aller encore plus. Mais à un moment donné, je savais même plus si c'était un rêve ou si c'était réel, tellement ça allait loin. À un moment donné, je me dis non, mais ça va trop loin. C'est un rêve ou peut-être. Les cauchemars ont une fin, ce n'est que 2 tomes. Mais c'est génial quand même parce que, c'est addictif, c'est dur, mais voilà, tu ressens des choses quand tu lis un manga comme ça. Moi, j'avoue que j'ai ressenti moyen des choses en le lisant parce que les histoires de brimades dans le manga, on en a plein, hein, ça existe déjà dans plein de mangas. Limite, ce qui m'aurait manqué, et c'est peut-être le côté un petit peu crade là-dedans, c'est que c'est pas tiré d'une histoire vraie. C'est pas tiré d'un fait réel, c'est pas tiré d'une histoire vraie. Heureusement. Du coup, j'ai énormément de mal à comprendre en fait les réactions des personnages et ces réactions qui sont disproportionnées, comme tu le dis. Parce que c'est justement c'est impossible. C'est poussé à l'extrême. Voilà. C'est vraiment poussé à l'extrême. Pour moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup plus d'une certaine veine de manga horrifique. Ito, c'est même le trait. Il est dans cette idée-là, je pense. Dans le pointu, dans le perçant, dans quelque chose. Il a des références horrifiques, même gore. Du manga, vraiment, qui sont un peu. Qui ne sont plus édités, mais il y en a eu beaucoup dans les années 2000, des trucs très gore. On peut totalement connaître la vie de l'auteur et ses goûts, puisque en fait, il a sorti un autre manga qui est semi-autobiographique, qui s'appelle Bip Bip Boy. Ah oui, c'est cet auteur-là qui a fait Bip Bip Boy, où il raconte sa jeunesse geek. Chez Omake Manga. Exactement. Et puis chez Manabooks sort un autre manga de cet auteur qui s'appelle Ice Core Girl. D'accord. Dont l'animé est dispo sur Netflix et a pas mal de succès. C'est pas un super manga pour l'été quand même. Pour se délecter à la plage. Tu sais. La neige, le froid. Tu te détends pas, mais tu sais, de temps en temps, t'as envie d'un truc qui te pousse. J'avais vos mangas, vous m'envoyez vos listes de mangas et je voyais,
mais tout est trop joyeux, tout est trop lit. Non, il faut, à un moment donné, il faut... Toi, tu voulais du sale. Ah bah, il fallait. Le personnage et le personnage du personnage le sont. Et sale. Je suis d'accord, c'est une série qui est sale. Mais il y a le côté... Enfin, moi, tu vois, à chaque fois, je faisais l'erreur. C'était pas le personnage, c'était transpersonnage, parce qu'il y a tellement de coups de poignard. Ah bah, ça transperce. Clairement. Troisième conseil lecture pour toi, Julie. Voilà, on revient à quelque chose d'un petit peu joyeux. Un peu plus mignon, quand même. Astral in Space. Voilà, alors on en a parlé plusieurs fois et donc c'est un manga donc plutôt jeunesse, édité par Nobi Nobi et qui suit donc la formation, un examen pour des personnages qui dans un univers de science-fiction doivent donc effectuer une traversée de l'espace pour devenir astronaute. En voyage scolaire? Non, c'est un voyage scolaire au début. C'est un voyage scolaire. Ah mais ils partent en voyage scolaire. Ah oui, pardon. C'est comme ça qu'ils se font absorber. Oui, et tu vois, alors c'est là où j'étais en train de superposer donc Nous sommes 11 de Moto Hagio à Astra, puisque finalement la trame c'est que le voyage scolaire ne va pas du tout se passer comme prévu, que les étudiants vont être livrés à eux-mêmes et que évidemment il y a quelqu'un qui leur veut du mal, clairement, et qui ne souhaite pas qu'ils réussissent ou qu'ils rentrent et qui a priori serait parmi eux et qui peut-être serait parmi eux. Et là où c'est là on vient de parler du personnage où là l'ambiance est exécrable, c'est atroce, on voit vraiment le tu vois, le fond de l'humanité dégoûtante, quoi. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment comment réussir dans l'adversité, comment lisser les désagréments, surmonter les obstacles personnels pour que le groupe survive, etc. Et il est super positif, ce bouquin. Et il est survivaliste et positif à la fois, et c'est quand même quelque chose qui est assez rare, et moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un manga qui peut être lu par les enfants, enfin à partir du moment où ils savent lire tout seul évidemment, et où en tant qu'adulte on y prend plaisir aussi, donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour cette année. Moi je suis clairement déçu du manque de succès de l'œuvre en France pour l'instant. On va le pousser. Bah ouais, non mais... Moi j'avoue que je laisse... moi j'avais lu le tome 1 à la sortie, que j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça hyper étonnant pour Nobi Nobi d'éditer un shonen à ce point-là. J'avoue, je fais vraiment la parole du connard, mais je vais lui laisser un petit peu de tome avant de lire. C'est cadré en 4 tomes, c'est conceptualisé en 4 tomes. Ouais. Mais je suis pas sûr que mon intérêt continue s'ils lisent tome par tome en fait. J'ai trouvé ça très sympa, très cool. Là, y a le tome tu voudras lire les... j'ai dit 4, c'est 5. Tu voudras lire les 5 tomes d'un coup? Ouais, je pense. Et je sais que c'est pas une bonne méthode parce que quand on arrivera au tome 5, les ventes, de toute façon, ça sera terminé. Mais le manga m'a pas suffisamment emballé pour que j'ai vraiment envie de lire tome après tome. Par contre, c'est une histoire que j'ai envie de lire et je suis assez d'accord. Je trouve ça assez génial de faire un truc survivaliste. Mais on se marche pas sur la gueule, quoi. Ou si, même on peut se marcher sur la gueule, mais où là il y a vraiment un côté hyper positif et j'avoue, je trouve que c'est cool. C'est vraiment cool. Et en plus, il y a une inventivité aussi dans les univers qui sont explorés. Bon, moi je connais pas trop en général la SF et la diversité qu'elle peut proposer, mais là je trouve que ça met à portée des enfants, tu vois, des façons de concevoir des univers ou des concepts qui est vraiment novatrice. Enfin, c'est vraiment sympa de leur dire c'est un bon manga de SF. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il répond totalement, il s'oppose totalement à notre émission. La SF est-elle faite pour le seinen? Je te voilà, jure. Bam. La réponse en manga. On n'aurait jamais dû la sortir cette émission, jamais. Cagnard, tu gardes la parole. Parle-nous de Tsugumi Project. Tsugumi Project, ça va donc sortir chez Kiun et c'est une de leurs créations originales. Donc là, c'est pas du tout une achat de licence. Ils ont un achat de licence. Ils ont développé ça avec deux auteurs japonais. Alors c'est plutôt bien qu'on enchaîne juste après Astra parce que c'est aussi un manga survivaliste. On est dans un futur post-apocalyptique. Le Japon a été détruit après une guerre nucléaire et on envoie plusieurs prisonniers
prisonniers qui ont été accusés de divers crimes et qui ont des peines plus ou moins grandes. On les envoie en fait pour récupérer une arme qui a été plus ou moins perdue au Japon. On leur donne très peu d'infos sur cette arme. On leur dit juste qu'elle existe, qu'elle est hyper importante et que si jamais ils réussissent à la retrouver, ils vont tous être graciés. Bim bam boum, l'avion s'est même pas posé que il s'écrase, chacun se retrouve à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et donc on découvre un Japon post-apocalyptique et on va suivre donc le héros qui va dans un premier temps essayer de survivre, mais qui en même temps se dit il faut quand même que je trouve cette arme qu'on m'a assignée à retrouver. Et écoute, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un récit survivaliste qui en est vraiment un. Qui est vraiment du survivalisme à proprement parler. Le mec est en galère, il commence, il est menotté parce que c'est un ancien prisonnier, donc il est menotté, il est confronté à forcément il y a plein de créatures différentes maintenant qui peuplent le Japon, des monstres et un habitat qu'il ne connaît pas, et arrivé à la fin du tome 1, il n'y a pas une touche d'espoir. Il y en a pas, enfin il y en a très peu, c'est vraiment ok, je vois un mince espoir, mais en vrai je suis toujours en galère, je suis menotté, j'ai pas de munitions, j'ai pas d'armes, je ne parle pas la langue des autochtones, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, ils ne parlent pas japonais ou très très peu avec les autochtones, et en fait j'ai trouvé ça hyper efficace. Et t'as vu le trait ? Alors je suis un peu sur le trait, je suis un peu je suis totalement amoureux du trait du manga. Je suis 50-50. Ah ouais ? Ah ouais, pour l'instant. Vous avez vu les monstres ? Oui. Les monstres. En fait, je trouve qu'il est très fort sur les monstres. Je trouve qu'il est très peu fort sur les humains. Oui. Ouais, mais on s'en fout des humains, c'est les monstres. C'est-à-dire qu'on suit le héros, mais. Oui, mais si tu regardes les bulles, tu regardes pas le. Par contre, je suis d'accord, il est carrément hyper inventif sur les monstres. J'aimerais bien un petit peu plus de rigueur, on va dire, sur les humains et les personnages. Et j'ai pas trop aimé le fait que le seul personnage renois du manga, c'est quand même rare qu'il y ait un personnage renois dans un manga qui s'appelle Doudou. Ça, j'ai pas trop aimé. Mais déjà, il y avait un personnage renois et c'était cool. Mais sur le dessin, je suis 50-50. Mais par contre, en fait, juste là, j'ai l'impression de voir un vrai récit survivaliste. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et ça, pour l'été, un bon vieux récit survivaliste Koh-Lanta, c'est parfait. C'est moins léger, Oh, ça dépend. Il y a des enjeux un peu plus. Tu sais, quand le clan des rouges et des jaunes s'assemble, c'est la merde. Je termine. Oui, c'est pas léger justement. Je termine moi avec un truc plus léger quand même. Mes voisins les esprits. Ça sort chez Doki Doki. C'est une magnifique plongée dans le fantastique et dans le folklore japonais. Une jeune fille qui achète, je sais pas si elle l'a acheté en fait. Elle aménage. Elle aménage, oui, dans la maison de sa maman avec son chat. Et elle se retrouve emportée à aider un esprit, un yokai, ouais, c'est des yokai. Mais je sais pas si je me souviens plus si c'est très formellement prononcé yokai. Oui. Après, le yokai, c'est le terme générique pour créature magique en général. Donc forcément. Et elle se retrouve à être emportée dans les histoires de ce yokai. Et c'est beau. Ouais, c'est poétique, c'est joli. C'est rafraîchissant aussi. Dans un certain. Tu vois, genre, tu te laisses porter. Ouais. Et puis. c'est pas dans la lutte, quoi, tu vois. Non. Graphiquement, c'est très facile à lire, très facile à décrypter. Tu sais, c'est très beau, très non, mais j'avoue moderne. Que c'était le manga que j'attendais pas, parce que vraiment, ce genre de récit avec les yokai, ça me casse un peu le crâne. Là, j'ai été carrément pris dedans, en fait. Ça m'a un peu rappelé Holic. Ou vraiment genre entre les humains, de Clamp. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu en fait, histoires humaines avec histoire de yokai, tout se mélange. Et non, mais en fait, j'ai lu le tome 1 avec grand plaisir et j'ai envie de savoir la suite. Il y a déjà un peu de mystère dans le tome 1, j'ai envie de lire la suite. Sachant que c'est toujours en cours, donc il n'y a pas beaucoup d'avance. Il doit y avoir 2 tomes d'avance au Japon, pas plus. Donc, et c'est vrai qu'il m'a surpris. Et tu comparais ça à Holic, tu l'opposais à Holic. En termes de traits, c'est radicalement différent. Oui. C'est plus précis. En fait, Holic, pour moi, Clamp, c'est plus élancé. Mes voisins les esprits, pour moi, c'est quand même plus traditionnel. Oui, Holic est plus habité. Oui.
Là, on est plus il sur joue sur une espèce de flou, d'emphase du côté magique, quoi. Mais en même temps, le graphisme des monstres, je le trouve hyper cool. Oh, il est génial. C'est très Miyazaki, c'est que c'est un peu bateau de dire ça. Allez voir la couverture du bouquin. Je pense que la couverture va se faire remarquer aussi. Mais ça marche grave, en fait. Ça peut passer à partir de quel âge sans souci des conseillers. Hein. Ouais. Bah ouais, mais je veux dire, y a rien de fou, quoi. Pas... je veux dire, sauf si cet enfant a peur des dragons et des non. Et des esprits nains. À voir si après dans le reste des tomes ça devient pas plus violent, ça m'étonnerait là, vu le tome. Là, pas du tout, non. Ouais. Là, c'est totalement feel good. Yeah. Ouais, moi, je l'avais pas utilisé encore. Ouais, non, mais pour l'été, il faut le placer le feel good. Évidemment. On a fait le tour de notre petite liste. Voilà, on a fait une liste, on a égrené une liste de bouquins qu'on a conseillé. Oui, Cagnard, tu lèves la main. Est-ce que je peux mettre un dernier récit qui est terminé en 4 tomes et qui est pas une nouveauté? Oula. Très rapidement. De quoi tu as 20 secondes. Eh ben alors ça s'appelle Billion Dog et c'est publié chez Akata. C'est une histoire de casse. C'est en 4 tomes et c'est trop bien. Voilà. Yay. 11 secondes. Bien. Pas mal. Julie, tu voulais rajouter un truc aussi? Ah non, moi j'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Mais c'est parfait. Passez un bel été. Eh bien, passez un bel été. On va revenir, hein, vous inquiétez pas. Il y a une autre émission la semaine prochaine, par exemple. Et on aura d'autres choses à vous proposer cet été. En tout cas, profitez bien de cette petite liste de lecture qu'on vous a proposée. Bonne lecture et à très bientôt. Ciao, salut. Salut. Bon été.